Le principe d'un ascenseur classique pour déplacer plusieurs milliers de tonnes est un pari audacieux. Surtout que tous les éléments doivent être cachés aux yeux des Bordelais. Il faut loger les contrepoids, les escaliers, les câbles, enfin toute la triperie. Donc je peux vous garantir qu'il n'y a pas de rab. 6000 tonnes de ferraille et de béton qui se comportent comme un bateau. C'est le premier tour de force. Mais d'autres étapes sont à craindre pour les concepteurs du pont. Car la catastrophe n'est jamais loin lors de ce type d'opération. Le fleuve est connu pour piéger les bateaux avec de petites dunes de sable cachées sous l'eau. On a fallu qu'on vérifie tous les fonds entre Bassins et ici. On avait des points où si on passait pas une certaine heure, il fallait qu'on fasse demi-tour. Sinon, on aurait planté l'embase au milieu de la Garonne. Cette phase demande 1 an de préparation. Mais ce n'est pas la seule difficulté. Le risque, c'est que l'embase se retourne sur elle-même. Il faut absolument lui assurer une stabilité. D'autant que les courants peuvent la mettre en péril rapidement. Si une embase s'échoue, cela peut engendrer plusieurs mois de retard. Les ingénieurs vont donc trouver une parade. Le fond de ces pièces est muni d'un système de casiers, de manière à pouvoir ballaster les casiers et donc de régler l'assiette de manière à ce qu'elle soit le plus horizontale possible et à ne pas risquer un basculement des pièces pendant le convoyage. Les remorqueurs qui se chargent de tirer la première embase vont naviguer 6 heures pour faire les 5 km qui séparent les deux sites. Ce qui a été très compliqué, c'est de les positionner correctement pour qu'elles soient parfaitement alignées à l'endroit où il fallait qu'elles soient. Ça ne se pose pas comme ça au pif. C'est-à-dire qu'on avait battu des pieux à l'emplacement ad hoc et on amenait les embases et avec des pièces qui venaient les bloquer contre les pieux de façon à ce qu'on les descende exactement à la bonne position. Et on règle l'assiette en vidant ou en noyant certains casiers. Une fois l'emplacement atteint, l'embase est progressivement remplie d'eau pour être coulée. Il fallait qu'on fasse poser le maximum de surface en même temps. Parce que le problème quand on travaille en rivière, si on pose de côté, c'est fini, on ne remonte pas, quoi. Ça fait succion et c'est impossible de remonter un élément très lourd au fond de l'eau. Dès l'instant où l'embase est parfaitement droite, il faut la sceller dans le sol. Dans sa conception, cette pièce maîtresse du pont est dotée en son socle de multiples ouvertures, fermées jusqu'ici par des plaques de tôle. Elles vont servir à descendre les pieux. 16 pieux d'1,60 m de diamètre, enfoncés à 36 mètres de profondeur. Jusqu'à la roche dure, appelée marne. Une partie très solide en fait sous le lit du fleuve, qui elle est extrêmement meuble. Donc il faut aller chercher cette partie pour pouvoir ancrer de manière pérenne l'embase à ce niveau-là. Une fois les fondations terminées, une dalle de béton de plus de 2,50 m d'épaisseur vient sceller tous les pieux et les rendre solidaires. À présent, l'embase est parfaitement fixée au lit de la Garonne. Les deux structures sont des pièces maîtresses du pont. C'est en leur sein que sera installée toute la machinerie pour lever la travée. Les concepteurs ont donc l'idée de renforcer leur protection avec des plots gigantesques, qui sont eux aussi réalisés dans la forme de radoub, tout comme les embases. Ils font 18 mètres de diamètre pour 2000 tonnes. Les îlots de protection sont là pour protéger les embases d'un choc de bateau accidentel. On a déjà vu des navires qui rentraient dans des ports sur des avaries de barres, par exemple, ou des avaries de machines, et qui allaient taper droit dans le quai, quoi. Ça arrive. Finalement, moins il y a de vitesse, moins ils sont manœuvrants. Et donc, s'il y a un problème au moment où ils arrivent sur l'ouvrage, même s'ils ne vont pas très vite, la force cinématique qu'ils vont générer, ça va être colossal. Le mécanisme de levage, tout ça, c'est quand même d'une grande précision. Si ça se met à être faussé à la suite d'un choc, on est très mal. Donc il faut absolument protéger les embases. Mais leur pose ne s'effectue pas de la même façon que leur grande sœur. Si le plot est ancré comme les embases, un paquebot de 100 000 tonnes le détruira sans difficulté pour ensuite s'écraser sur le pont. L'îlot fonce dans le pylône et puis on arrache tout, quoi. Pour éviter le scénario catastrophe, l'îlot est ancré à plus de 30 mètres en profondeur dans la roche dure, la Marne, via des tirants, des câbles ultra résistants.
On les a enfoncés, on les a scellés dans le sol, dur au fond, mais on les a pas tirés. Parce que l'objectif de l'îlot, c'est un massif, là c'est rempli de béton. Et si jamais il y a un bateau qui vient, ou une bulbe d'un paquebot qui vient taper dessus, les câbles vont se mettre en tension et vont retenir le bateau. Ça va se mettre en tension comme un tendeur, quoi. Les 4 îlots de protection sont les dernières pièces à s'inscrire dans le lit de la rivière. Toutes les autres parties vont, elles, reposer au-dessus du fleuve, à commencer par les pylônes. 4 géants de 77 mètres de hauteur, ce sont eux qui vont guider la travée tout le long de son élévation. À cause du mécanisme de levage, la construction de ces colonnes doit se faire au centimètre près. Un véritable défi pour ériger ces géants. On a fait travailler des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. On a eu quelques périodes de travail assez intéressantes entre les mécaniciens et les génies civilistes pour essayer de se comprendre. C'est l'un des grands défis de ce pont. Si un degré, une pente, n'est pas respecté, si un décalage de quelques centimètres apparaît, alors c'est une vraie catastrophe qui s'annonce. Il faut aux ouvriers du génie civil placer le curseur de leur travail au plus proche de la perfection. La moindre erreur peut avoir de graves répercussions. Le pylône forme un quadrilatère et qui doit accepter le mouvement de travail. S'ils viennent à se resserrer pour des raisons X ou Y, on risque un blocage mécanique. Et ça, c'est juste pas possible parce que la remise en service serait... C'est colossal. Les pylônes sont réalisés selon la technique du coffrage autogrimpant. Le terme de coffrage autogrimpant porte très bien son nom, c'est parce qu'en gros, on s'appuie sur la structure que l'on vient de construire pour monter la suivante. Tous les 2 jours, on montait de 5 mètres et on travaillait en parallèle un pylône après l'autre pour que les équipes arrivent à équilibrer. Une opération qui dessine peu à peu ce que sera le futur pont et qui donne le coup d'envoi d'une nouvelle phase spectaculaire. Hisser tout en haut des pylônes les poulies qui permettront aux câbles de coulisser. Avec un tablier de 2500 tonnes à lever, ces pièces sont monumentales. Il faut hisser une poulie qui fait 4 mètres de diamètre, qui fait avec ses équipements quasiment 45 tonnes. Et il faut la hisser à plus de 80 mètres de haut. L'opération s'annonce aussi impressionnante que risquée. Il y a peu de chantiers dans le monde qui nécessitent de soulever des pièces aussi massives à ces hauteurs. L'équipement pour réussir cet exploit est donc inédit en France. Il y a 3 grues en Europe qui sont capables de hisser ce genre de poids à cette hauteur-là. Le grutier était aveugle en fait. C'est-à-dire qu'il ne voyait pas ce qu'il faisait parce que vous avez donc le pylône qui est plus haut, il y a l'espèce de pan incliné, et donc il fallait poser la poulie derrière. On n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Faut pas se tromper, parce que les poulies, il n'y en a que 4. Donc on ne la fait pas tomber, on rate pas son coup, on ne va pas la cogner contre quelque chose, parce que les conséquences derrière sont hyper importantes si on prend du retard. Même si la pose des 4 poulies est une opération périlleuse, tout se déroule à la perfection. Chacune d'entre elles va pouvoir œuvrer au tour de force du futur pont Chabandelmas, celui de lever l'immense travée d'une surface de plus d'1 hectare à plus de 50 mètres de hauteur. Un exploit jamais vu en Europe. Si on devait manipuler la travée à l'aide de nos petits bras, il faudrait qu'on soulève 2450 tonnes. Ça demanderait une énergie folle. L'idée qui a été émise, c'est que ce pont fonctionne comme un ascenseur dans n'importe quel bâtiment. C'est le secret de ce pont levant. Dans chacun des pylônes se cachent des contrepoids en acier. 4 colosses de 600 tonnes chacun, l'équivalent du poids de 200 voitures. Ces 4 énormes masses vont agir sur la travée. La différence de poids entre le poids de la travée et le poids des contrepoids qu'on a dans les tours, c'est d'une 50aine de tonnes. Motoriser un mouvement d'une structure de 2500 tonnes est une tâche quasi impossible. Cela demanderait des moteurs surpuissants,
et une maintenance extrême pour un appareillage soumis à une forte tension. Mais lever 50 tonnes, la différence de poids entre la travée et les contrepoids est une toute autre affaire. Une opération en réalité très simple en mécanisme. Un moteur ordinaire suffit. C'est l'équivalent d'un moteur de 2 chevaux. Il n'y a pas besoin de grosse puissance. Ça consomme peu d'énergie, c'est très efficace. Le plus complexe, le plus dur, c'était de donner l'impulsion pour que les 2500 tonnes, on arrive à les faire décoller. Et après, le poids des contrepoids font qu'en descendant, ils remontent la travée levante. Le principe d'un ascenseur classique pour déplacer plusieurs milliers de tonnes est un pari audacieux. Surtout que tous les éléments doivent être cachés aux yeux des Bordelais. Il faut loger les contrepoids, les escaliers, les câbles, enfin toute la triperie. Donc je vais vous garantir qu'il n'y a pas de rab. Hein. Les tours, elles ont des dimensions minimales. Si les contrepoids sont en haut des pylônes, la travée est en position basse. S'ils sont en bas, la travée se retrouve au plus haut. Pour une résistance parfaite aux sollicitations, les contrepoids ont eux aussi fait l'objet d'études importantes, notamment pour prendre le moins d'espace possible dans les colonnes. Il fallait trouver un matériau qui a une densité un peu plus forte que le béton, donc on a trouvé de l'acier. Moins cassant que le béton, l'acier est un parfait compromis. Un matériau utilisé aussi pour les câbles reliant la travée au contrepoids. 10 câbles entourent chaque poulie. Elle n'est pas motorisée, elle tourne par l'adhérence des câbles. En fait, il y a tellement de poids, les câbles font tourner la poulie. Donc elle tourne en fait via les contrepoids. La bonne rotation de la poulie ne peut être vérifiée que lorsque l'immense travée sera en place. Pour cette pièce exceptionnelle, l'aventure démarre loin de la France. C'est en Italie qu'elle est élaborée, près de la ville de Venise. Elle est en acier pour gagner en légèreté. Mais le métal peut rencontrer des problèmes avec la salinité et l'humidité de l'air ambiant. Le risque, c'est que l'acier rouille et soit rongé au fil des années. Vous avez 2 solutions pour empêcher la corrosion. Vous avez la solution peinture ou la solution empêcher d'avoir de l'humidité. Poser des couches de peinture régulièrement sur une structure longue de 110 mètres et faisant 45 mètres de large représente des dizaines de tonnes de produits à étaler et à renouveler dans le temps. Sans compter le coût d'une telle méthode. Le choix se porte donc sur un autre procédé. Un système qui assainit l'atmosphère au cœur même du pont. À l'intérieur des caissons, vous avez ce qu'on appelle des déshumidificateurs qui, en permanence, assèchent l'air qui pourrait éventuellement rentrer. Le tablier est ainsi fermé à l'intérieur. Il se comporte comme un sas étanche où tout est jointé pour ne pas qu'il y ait d'entrée d'air. De telle sorte qu'il y ait le moins possible de communication entre l'intérieur de l'ouvrage et l'extérieur. On a un taux d'hygrométrie qui oscille entre 35 et 40% dans la travée, donc ce qui fait que la rouille ne peut pas se développer parce qu'il n'y a pas d'humidité. Si on va dans la travée et qu'on parle quelques minutes, tout de suite on a la bouche qui s'assèche. Enfin, c'est vraiment particulier. Si l'acier est préféré, c'est parce que la travée doit être la plus légère possible.